Bertrand est notaire. Il a 190 ruches. Il pratique l'apiculture depuis 13 ans. Et il a commencé par accident. Bertrand a un projet de mielerie surprenant et très inspirant. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'interviewe Bertrand Andet. Bertrand est notaire la semaine, diplômé depuis 1 an, et le week-end, il s'occupe de ses 190 ruches. Bertrand est labellisé bio et il nous parlera de ses techniques pour maîtriser le varroa avec l'encagement. Bonne écoute. Donc bonjour Bertrand. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors je suis Bertrand Andet, donc je suis à la fois notaire et apiculteur. J'ai commencé à avoir des ruches depuis 2010. Là j'en ai 190 qui sont en bio. Donc je suis en bio depuis 2022. J'ai commencé ma conversion en 2021 et je suis en bio depuis 2022. Je pratique un petit peu la transhumance sur le miel de lavande. Quel type de ruche j'ai ? Donc je suis sur la ruche d'Adam 10 cadres, un peu le standard dans notre secteur en tout cas. Moi je suis basé en Saône-et-Loire. J'ai des ruches en Saône-et-Loire et dans le Rhône, et puis en Drôme pour la lavande. Comment tu t'es formé ? Alors j'ai pas de formation de base. En fait, ça s'est passé un peu fortuitement. C'est-à-dire que mon grand-père avait déjà des ruches et il a arrêté parce que les ruches sont mortes. Et en 2008, c'est en allant installer. Mon père est agriculteur, donc mon père a installé des vaches dans un pré où il y avait ces fameuses ruches qui étaient laissées à l'abandon. Et donc je sais pas pourquoi, pour quelle raison, je me suis approché de ces ruches et j'ai vu qu'il y avait de nouvelles activités. Donc je me suis rapproché d'un apiculteur de ma commune et on a un petit peu échangé. Et puis moi, l'idée de base à ce moment-là, c'était de transvaser ces ruches dans de nouvelles parce qu'elles avaient été abîmées par, je sais pas si c'était un pivert ou ce qui avait, enfin elles étaient ouvertes quoi. Et donc du coup, je me suis rapproché de cet apiculteur, on a échangé, il m'a montré. On a fait quelques journées avec lui, j'ai été récolté avec lui, et puis du coup j'ai commencé comme ça en allant vers cet apiculteur. Après j'ai fait une formation à l'école vétérinaire, une formation de TSA pour tout ce qui est au niveau santé de l'abeille. Mais sur le principe j'ai pas de formation de base type BPERA ou une formation professionnalisante en apiculture. Donc tu peux être apiculteur sans avoir fait cette formation. Tu te considères comme pro ? Non, je me considère pas comme professionnel. Ok. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a absolument aucune obligation en termes de diplôme pour exercer le métier d'apiculteur. Ça va être juste par rapport aux ZJA où il peut y avoir justement une bonification. Non, il n'y a pas d'ZJA s'il n'y a pas de diplôme. Alors, les jeunes agriculteurs. Ah ok. Aide aux jeunes Donc agriculteurs. pour s'installer en tant que jeune agriculteur et obtenir les aides, il faut avoir au minimum un diplôme. Alors maintenant, c'est en train de changer et je crois que ça va être basé également sur l'expérience. Donc ce sera un diplôme qui ne sera pas forcément en agriculture, plus d'expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sera typiquement, par exemple moi, comme moi, qui sera notaire, pourra très bien, avec son diplôme de notaire et une expérience en agriculture, pourra obtenir les ZJA sans avoir eu aucun diplôme en agriculture. Ok, d'accord. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait commencer l'apiculture sans avoir de diplôme. Enfin, même si mettons que tu veux y passer pro. Même, ils ne vont pas te demander de diplôme. Tu veux dire, de toute manière, tu as tes ruches, tu as juste à faire, c'est juste une conversion administrative et c'est tout. Tu peux passer pro si tu veux. Oui, il n'y a aucune. Okay. À partir de. Il n'y a aucune obligation. Il y a des obligations déclaratives, mais il n'y a aucune obligation d'obtention de diplôme par rapport au métier d'apiculteur en fait. Mais l'agriculture, en règle générale, c'est la même chose quoi. Ok. Et donc tu as 190 ruches, et ça fait. Donc, l'histoire de l'apiculture pour toi a commencé en 2008, mais tu dis que ton début c'est en 2010. Mon début c'est en 2010, c'est là où j'ai acheté mes premières colonies en fait. Ok. Donc ça fait 13 ans. Comment ça a évolué ton nombre de ruches ? Parce que d'année en année… J'ai commencé avec 5 et au fur et à mesure,
Et au fur et à mesure de l'expérience aussi, j'ai augmenté mon nombre de ruches parce que... Ça fonctionne de 5 à 190. Ouais, mais en même temps, c'est par ce biais-là, en fait, c'est en augmentant régulièrement et en ayant... en fait, à chaque fois, on gagne en réactivité, on analyse plus rapidement les choses. Et en fait, c'est ce qui permet que... On peut pas, je pense que c'est une grosse erreur de s'installer du jour au lendemain avec 200 ruches sans avoir au préalable s'être un peu testé. Moi, il y a une chose que je fais depuis 3 ou 4 ans, c'est que je n'utilise plus du tout de gants. Je visite sans gants du tout. Je récolte même sans gants. Et je trouve qu'en fait, on n'a pas du tout les manipulations des abeilles. On est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus calme. Et au final, même en termes de réactivité des colonies, elles ne réagissent pas du tout de la même façon, selon qu'on ait des gants ou selon qu'on n'ait pas de gants, parce qu'en fait, on va être plus minutieux en n'ayant pas de gants. Et je trouve qu'on s'améliore grâce à ça aussi. Ouais. Et par rapport aux allergies, j'ai souvent entendu dire que à force d'être piqué, on peut développer une allergie aux piqûres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou au contraire, il y en a certains qui disent qu'à force d'être piqué, eh bien, déjà, ça, et une chose qui est sûre, c'est qu'on réagit de moins en moins au fur et à mesure des piqûres. Okay. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je me fais piquer, ça me fait comme comme si je me faisais pincer, mais j'ai pas de réaction allergique que je vais pas avoir. T'as pas de gonflement. Je vais pas avoir de gonflement, okay. ou même une grosse auréole autour de la piqûre ou quoi que ce soit, quoi. Et par contre, non, par rapport aux réactions allergiques, en fait, ça peut intervenir à n'importe quel moment. Hein. C'est pas lié. Je pense pas que ce soit lié au nombre de piqûres. Ça peut être. Et il y a des zones aussi qui sont plus sensibles que d'autres. Le nez, les oreilles. En fait, les points d'acupuncture ont sans doute un lien avec là où on est piqué. Oui, totalement. Mais je suis impressionné quand même de me dire que tu es notaire. Enfin, tu es notaire, quoi. Là, je suis diplômé notaire. Tu es diplômé notaire. Et à côté, tu as 200 ruches, enfin 190. Mais c'est impressionnant. Comment tu arrives à trouver cet équilibre dans ton organisation? Est-ce que tu travailles à 100%, donc vraiment 5 jours par semaine? Je suis à temps plein. Ouais. Tu es à temps plein. Et ok, c'est quand même une sacrée organisation à avoir entre en fait, tout est quasiment. Quasiment tous mes week-ends, ouais. Quasiment tous tes week-ends, d'accord. C'est impressionnant pour ton organisation. Hein. Je suis pas sûr que ce soit si impressionnant que ça. En fait, c'est aussi. J'ai toujours suivi ce rythme-là, donc je sais m'adapter à ce rythme-là. Et par exemple, pendant le Covid, j'ai pu visiter mes ruches tout pendant la période Covid, puisqu'il n'y avait pas de limite de déplacement par rapport à l'apiculture. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment cadré pour faire toutes les semaines, de revenir toutes les semaines. Parce que si je revenais, par rapport au nombre de ruches à l'époque, je revenais tous les 3 jours, et ben en fait, ça me paraissait pas aller assez vite. Parce que moi, mon raisonnement, il est sur une semaine. Ouais. Donc l'évolution d'une colonie, je la connais sur une semaine. Ouais. Et je la connais pas sur 3 jours. Quoi. J'ai pas ce paramètre-là. Quoi. Je suis pas basé. Je suis basé sur un paramètre d'une semaine à une semaine. Quoi. Et on va parler plutôt vers la fin de l'interview de ton projet de miellerie. Mais là, pour ton objectif à long terme, ça serait, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir 300, 400, 500 ruches? Alors, oui. Pour l'instant, tu sais pas encore. Pour l'instant, on va stabiliser un petit peu, mais l'objectif à terme, c'est d'augmenter mon nombre de colonies. Oui. Okay. C'est de pouvoir mettre en place un système par le biais de la mairie, dont on parlera après, de pouvoir salarier des gens au moment où justement il y a une forte augmentation d'activité et pouvoir augmenter en puissance, parce qu'aujourd'hui il y a aussi une demande en miel importante, donc c'est dommage de ne pas pouvoir répondre en l'état, quoi. Et donc ton miel, tu le vends à qui? Là c'est principalement des revendeurs. Oui. Donc ça va être boulangerie, primeur, donc un magasin bio, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Oui, en fait ça tourne autour de ça, boulangerie, primeur,
des petites épiceries. Et puis après, je fais quelques marchés de Noël. J'ai un jardin de cocagne à côté de chez moi, donc un système de maraîchage avec de l'emploi, de la réinsertion par l'emploi. Et donc ils organisent des marchés tous les fins de mois et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, c'est surtout revendeur. Donc, surtout revendeur. Ouais. Donc tu fais appel à un intermédiaire qui lui s'adresse directement au consommateur. Et à part ça, tu fais quelques ventes directes par certains marchés. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut parler du prix ou pas? Tu vends à combien ton kilo? Je sais pas si c'est le genre d'information qu'on peut donner. Alors c'est assez variable d'un revendeur à l'autre, donc c'est pas évident de donner une fourchette. Ouais. Je suis toujours questionné. En plus en bio. Alors après mes tarifs sont généralement assez compétitifs. Je veux pas pratiquer des tarifs à 30 ou 40 euros du kilo, mais c'est peut-être une erreur aussi. Hein. Ok. Parce qu'il y a d'autres marques qui ont été mises en place ou qui pratiquent des tarifs très élevés. Et au final, faut peut-être s'interroger parce que est-ce que c'est pas eux qui ont raison dans le sens où en fait, si on inclut tous les coûts mis bout à bout, en fait, l'apiculture, la production de miel demande énormément d'énergie et énormément de coûts cachés qu'on envisage à peine en fait. C'est sûr que toi, tu as une vision un peu différente parce que ton métier, tu es notaire. Et à côté, c'est pas l'apiculture n'est pas ton activité principale, on peut dire ça l'activité secondaire. Donc c'est vrai que tu n'as pas la vision où c'est ton activité principale. Donc oui, peut-être que ça vient un peu biaiser le raisonnement. Et que oui, c'est vrai que je comprends la question. Ouais. Après, il y a tout plein d'activités qui sont où aujourd'hui un artisan dans le bâtiment, il va avoir des tarifs assez élevés par rapport à une qualification pas forcément énorme. Et à côté, l'apiculture, ça demande de plus en plus de technicité. Et pour autant, finalement, la rémunération d'un apiculteur, elle n'est pas très élevée, quoi. Donc, c'est bien de vouloir vivre de sa passion. Mais en même temps, il y a aussi une réalité économique qui est celle de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que il faut bien rembourser son emprunt de crédit, l'emprunt de sa maison, des charges liées aux enfants. Donc au final, c'est soit c'est l'épouse qui ramène un salaire confortable et l'apiculteur peut se permettre d'avoir des tarifs très raisonnables. Mais est-ce que c'est la logique? Non. Je suis pas sûr. Non, c'est sûr. Et là, pour l'instant, donc avec tes 190 ruches, on va arrondir à 200, qu'est-ce que tu vends? Tu vends donc du miel. Est-ce que tu vends autre chose? Alors pour l'instant, c'est essentiellement du miel. Ouais. D'accord. Donc là, j'ai envie de développer un petit peu le pollen. Et puis la propolis, parce que ça, c'est quelque chose d'assez qu'on trouve naturellement, qu'on produit naturellement, donc autant l'utiliser. Mais ça ira jamais vers de la production de gelée royale puisque c'est complètement un autre métier et c'est pas ce dont j'ai envie de faire, quoi. Tu vends des essaims aussi? Je vends pas d'essaims, non. Tu vends pas d'essaims? Ok. Non. Très bien. Et donc j'ai une question, c'est pourquoi ce chiffre de 200 ruches? Est-ce qu'à un moment tu es arrivé à un chiffre supérieur et après tu es redescendu ou à chaque fois c'est graduel? Donc de 5, après 10, après 20. Ah non, ça a toujours été graduel. Ça a toujours été graduel, ouais. Ok. Donc on est pour l'instant toujours sur une courbe qui augmente. Ouais. Ok. Oui, parce que là, actuellement, j'ai 190 colonies, mais j'ai pas 190 ruches de production. Il y a un grand max 150 ruches en production, quoi. D'accord. Le reste, c'est des essaims soit à venir, soit qui sont comment dire, qui sont à développer. Ouais. Est-ce que tu t'es fixé un peu un ratio ou tu vois un peu au gré des saisons? Est-ce que tu dis je veux que 2 tiers de mes ruches soient en production cette année et les autres en train de les développer ou tu as fait des essais artificiels? Non, je fixe pas je fixe rien par rapport à ça parce que c'est vachement changeant d'une année à l'autre.
une année où on a un printemps comme l'année dernière, où ça démarre très vite, très tôt, enfin pas très tôt, mais ça a été explosif au mois d'avril, où en fait même les colonies qui peinaient un petit peu se sont développées et ont pu finalement faire une production de miel. Donc là, les ruches de production, entre guillemets, on les maximalise. Alors qu'une année comme celle-ci, où ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, en fait, les essaims qui sont en manque de développement, ils vont peiner, ils risquent de peiner pendant longtemps. Et malheureusement, à part nourrir fortement, ce qui n'est pas forcément mon objectif, ces essaims-là, ils n'auront pas forcément une production cette année, mais peut-être que l'année prochaine, quoi. Oui. Après, je suis allé les voir hier, mes ruches, enfin, quelques ruches. Et la semaine dernière, je me disais, cool, je regarde la météo, je dis, bah c'est bon, je vais faire ma visite de printemps. Et hier, c'est beaucoup trop froid, je dis, bah non, hors de question. Donc je fais des petits travaux d'entretien autour du rucher, mais c'est vrai que parfois je me demande quand est-ce que ça commence en fait. Et cette saison est un peu... Ouais, a priori, la semaine prochaine, ça irait mieux. Ok. On va voir. Et comment tu t'organises, comment tu arrives à faire le suivi justement de tes ruches? Est-ce que tu utilises un papier crayon? Est-ce que tu fais des suivis sur Excel, sur Word ou sur une application spécifique? Alors comment non, pour l'instant, j'ai pas mis en place de cahier ou de registre type les Rochers de Bessigny ont mis ça en place avec un système de code barre sur chaque ruche. Ça, j'ai pas encore mis ça en place. J'y ai réfléchi à un moment donné et après, je me suis dit non, mais ça ira peut-être pas. Pour l'instant, ce que j'utilise, c'est uniquement les toits des ruches où je marque avec un marqueur Posca ce que j'ai repéré, si j'ai repéré des choses lors de la dernière intervention. Donc, ça va être l'âge de la reine, ça va être le développement de la colonie, ça va être est-ce qu'il y a des choses à repasser sur des colonies à repasser, est-ce qu'elle est en manque de développement, est-ce qu'il y a beaucoup de varroa à un instant T, ça je change de deux choses là. Est-ce que c'est une reine à changer aussi, ça fait partie des choses que je marque sur mes toits. Petite parenthèse par rapport au suivi, il y a un apiculteur que j'ai interviewé qui s'appelle Damien, qui a développé une application gratuite en plus de suivi des ruches qui s'appelle Bicube. Et là aussi, ils ont un peu le même système. C'est pas un code barre, c'est un QR code. Chaque ruche a son QR code. Tu viens avec ton téléphone, tu scannes et après tu as ta fiche d'intervention. Et il y a un très bon. Enfin, l'application, je la trouve géniale. Tu peux l'utiliser sur téléphone, mais c'est pas vraiment. C'est un peu. C'est une. Comment dire? C'est pas une application à proprement parler. Si tu vas sur un site internet et après tu as l'interface d'une application et tu peux faire ton suivi sur l'ordinateur. Et là, il est en contact avec le syndicat de Rocamadour et des apiculteurs pros justement pour intégrer Bicube dans leurs exploitations. Voilà, donc à un moment, il faudrait que je te montrerai un peu si tu veux. Ouais. Le seul problème de genre de système, c'est la gestion d'un téléphone avec les mains dans la ruche, quoi. Parce que on a quand même beaucoup de propolis. Et lui, ce qu'il fait, il a un étui. D'accord. Il a un étui où il peut taper directement sur son téléphone et lui, il a aux alentours, il a 10-15 ruches. Mais bon, je pourrais lui en parler, mais son métier à la base, c'est développeur web. Et à côté, il a développé ce projet depuis 1 ou 2 ans, je crois, et j'aime beaucoup. À chaque fois, quand il y a des demandes d'évolution, il les intègre très rapidement, et en fait, il le fait ça gratuitement, en fait. Je trouve ça impressionnant. Donc oui, je te montrerai. Après, je trouve que les applications, ça peut être vite un piège, parce que de ne pas perdre finalement trop de temps là-dessus. Après, l'intérêt, et notamment ce qu'a mis en place les Rochers du Bessigny, c'est le fait de pouvoir avoir une suivi des reines. Et donc du coup, celui qui est éleveur et qui veut estimer l'évolution de sa colonie par rapport à une lignée de filles, par exemple. Ah oui. Et là, ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir comparer des filles. Il se base sur le site où, en fait, quand tu mets tes codes de reine, tu peux les mettre directement sur son site. Il y a une sorte d'intégration entre l'un et l'autre. Mais oui, je comprends.
d'avoir ce suivi entre mère-fille. Mère-fille, et puis tu après fais une division et d'avoir un suivi de ses filles et de les comparer, comparer des filles de plusieurs lignées différentes. Ouais. Et puis ça permet de faire des pesées aussi, parce qu'ils ont intégré une balance avec. Ok. Des balances de hausse, pas de la ruche. Hein. Ok. Au moment de la récolte, quoi. Au moment de la récolte, et après tu dis, telle reine a produit tant de miel. C'est ça? C'est ça, ouais. l'idée. Ouais. Okay. Alors ça oblige à avoir à systématiser, avoir les mêmes poids de hausse, les mêmes poids de ruche, Exact. parce que sinon c'est compliqué. Ouais. Ouais. Moi souvent on dit ça, qu'il fallait, même quand on choisissait un type de format de ruche ou un type de bois, il fallait se référer à ça, parce que même si on fait une pesée pendant l'hiver, eh bien si on compare deux ruches, mais qui ont des bois différents, entre les pins et l'épicéa, c'est compliqué, ouais. Ouais. Et j'avais une question au cours des dernières années, comment ta pratique de l'apiculture a évolué? Qu'est-ce que tu fais différemment? Alors, donc au départ, moi je suis parti sur des ruches 12 cadres, donc ça j'ai rapidement évolué sur des ruches 10 cadres parce que c'était quand même beaucoup plus simple à manipuler. Et puis, donc ça c'est depuis 2012 ou 2013 que j'ai changé. Et mon évolution principale, c'est la mise en place du cahier des charges bio. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que en 2019-2020, je trouvais que les traitements à base d'amitrase étaient plus assez efficaces ou pas assez efficaces. Et du coup, je me suis dit, il faut trouver peut-être une autre solution. Et l'autre solution qui me paraissait la plus adéquate, en fait, c'est l'encagement des rennes. Donc encagement des rennes plus siloxylique. Et donc du coup j'ai mis ça en place sur mon exploitation. Et alors c'est assez lourd à gérer parce qu'il faut encager toutes les rennes et donc du coup ça prend énormément de temps. Mais par contre ça a un avantage énorme, c'est que les colonies elles repartent beaucoup plus belles et beaucoup plus tôt en saison suite à l'encagement. Ça permet aussi de changer les rennes parce que malgré tout, on a toujours un peu la main légère des fois en se disant cette reine là elle est un petit peu âgée, mais finalement le couvain est assez beau et donc du coup on la garde et puis finalement quand on l'encage on se dit c'est dommage et puis en fait la reine survit pas à l'encagement en fait. Il y a certaines colonies qui suppriment la reine quand elle est trop d'elle-même, elle supprime la reine quand elle est encagée. Et généralement. Supprime la reine quand elle est encagée, ouais, ils arrêtent de la nourrir? Elles arrêtent, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais c'est assez facile à voir en sens où quand les reines sont marquées, on voit tout de suite de quelle année elle provient. Et en l'occurrence, toutes les reines de plus de 2 ans, 2 ans et demi, qui ont plus de 2 saisons, en fait, généralement, elles survivent pas à l'encagement. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose que. Du coup, il faut se dire que cette colonie-là, elle n'est pas morte, elle serait peut-être morte dans l'hiver parce que la reine aurait flanché, alors que là, c'est les abeilles d'elles-mêmes qui l'ont supprimée, et du coup, ça oblige à avoir quelques reines en réserve, mais du coup, on se retrouve avec quasiment que des jeunes reines l'année suivante, enfin des jeunes reines, soit des jeunes reines de moins d'1 an, soit des reines qui ont déjà une saison, mais du coup, ça dynamise énormément les colonies. Et après, on se retrouve avec des ruches qui sont beaucoup plus fortes en début de saison, qui ont beaucoup moins de mâles, donc moins de mâles, moins de varroa. Et c'est un cercle vertueux, quoi. Et je trouve que l'encagement, même s'il est super lourd à mettre en place, parce que ça nécessite d'ouvrir les ruches, de chercher la reine, d'encager la reine, ça a un avantage énorme au niveau de la gestion de l'exploitation, quoi. Sur le suivi de varroa. Et puis l'autre avantage, c'est que on a tendance à un peu ignorer, mais en fait, on a tendance à parler d'efficacité d'un traitement. Et l'efficacité, par exemple, des traitements à base d'amitrase, on dit qu'ils sont très efficaces. Mais ils vont être très efficaces sur une longue période d'action, sur au moins 10 semaines. Alors que là, suite à l'encagement, on passe à l'acide oxalique. Donc immédiatement après, il n'y a quasiment plus de varroa. Donc ça a un effet flash, et c'est ce qui fait que ça casse la dynamique du varroa. Et au final, les abeilles d'hiver, elles se portent beaucoup mieux grâce à ce traitement que finalement un traitement amitrase qui va être fait tard en saison.
Et l'engagement, tu le fais à quel moment? L'engagement, je le fais fin juillet, début août. Fin juillet, début août, ouais, d'où l'idée d'avoir des rennes. Ouais, il faut avoir des rennes en stock. Mais on en Ok. trouve encore chez les éleveurs, même mi-août, Ok. mi-août, fin août, Ok. on en trouve encore. Donc en fait, tu fais ta récolte et juste après, Et juste après, j'en cage, ouais. Et donc tu traites une première fois. Je traite. T'encages, tu traites et après, t'attends que Et je le traite couvain en- naisse et en- puis tu retraites. Et je retraite en hiver, non. Non, non, je veux dire, tu traites une fois juste après l'engagement et après, t'attends 2 semaines que le couvain naisse à nouveau pour Non, retraiter. Non, je traite qu'une seule fois. qu'une seule fois. Ouais. Ok. C'est ce qui est préconisé par les vendeurs de médicaments, que ce soit Vetopharma ou l'autre, j'ai plus le nom en C'est tête. pour mais- remettre Oxybi. Oui. Bah, Oxybi Les deux. de Vetopharma. Oui. Et Et- l'autre, c'est Apibioxal. Et Apibioxal, je sais plus quel laboratoire c'est les laboratoires Estin, je crois. Je crois que c'est ça. Et les deux préconisent un seul traitement après le décagement. Après le décagement. Ouais. En fait, ils Attends, considèrent ton cage. qu'il doit y avoir qu'un seul traitement par cycle d'abeilles. Ok. Donc en l'occurrence, les abeilles d'été, les abeilles d'hiver. D'accord. Pas Mais plus. donc, une fois que tu es en cage, tu attends combien de temps pour faire le traitement? Ah, j'attends 24 jours. Tu attends 24 jours. Ok. Donc, oui, bah, Naissance ça, je des mâles. comprends totalement. D'accord, d'accord. Je pensais qu'il y a un moment deux traitements. Ok. Donc, tu attends 24 jours. Ok. Donc, à ce moment-là, tu en cage, tu attends 24 jours, comme ça, tout le couvain est né. Tu décages la reine et là, juste après, tu traites. Juste après, Avec je traite, ouais. 5 millilitres par intercale. Ouais, par dégoûtement, ouais. Ok. D'accord. Et en Et hiver, ça peut être combiné aussi avec un prélèvement de couvain, puisque du coup, comme la reine s'arrête de pondre, il y a plus de nécessité d'avoir spécifiquement du couvain dans la ruche. Et donc, du coup, on peut également faire des essaims à cette période-là. C'est notamment ce que les Italiens font. Souvent, ce qu'ils font, ils retirent du couvain à ce moment-là. C'est très simple comme méthode. Et en hiver, tu traites ou pas? En hiver, je retraite une fois, ouais, Tu retraites une fois, ok. hors couvain, quoi. Vers fin décembre. Fin décembre, début janvier. Ouais. En fait, ça suit souvent le cycle de la croissance des jours, ou la décroissance des jours. Ouais. Et en fait, souvent, c'est vers fin décembre qu'on est à peu près sûr de ne pas avoir de couvain, quoi. Ok, Enfin, dans notre région. très bien. La méthode d'engagement, en plus, en traitant une fois, ça m'a l'air plutôt. Enfin, ça a l'air plutôt simple en plus. Plus simple que les autres méthodes dont j'avais entendu parler. Non, c'était par exemple, tu prends une fourchette et tu Alors ça, grattes. je l'utilise aussi j'utilise sur les ruchers qui sont enfin, le rucher en l'occurrence, qui sont sur la lavande. Je récolte, je gratte le couvain puisqu'il y a quasiment plus de couvain. Et le peu de couvain qu'il peut y avoir, de toute façon, il est forcément infesté de varroa. Donc plutôt que s'embêter, je gratte le couvain. Et là, je fais un traitement acétosalique. Ok. D'accord. Il faut gratter profondément ou pas? Ou de manière superficielle pour ouvrir tous les opercules? Je gratte, non, il faut pas profondément. En fait, j'utilise la même fourchette qu'on utilise pour des operculés. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Après, quand on y retourne une semaine après, pour vérifier, on voit bien que ça les peine quand même. Hein, elles ont quand même énormément, enfin, elles ont quand même tout nettoyé le cadre et elles rabotent plus que d'habitude, quoi. Hein. D'accord. Il reste vraiment que la marque de l'opercule, mais pas. Elles ont retiré plus que ce qu'elles font d'habitude, quoi. Hein. D'accord. Ok. Par rapport à l'échec ou les échecs que tu as pu avoir depuis donc, tes 13 ans de pratique, Je pourrais pas dire que j'ai vraiment eu de gros échecs. Après, il y a plein de petits. C'est plus un enchaînement de petites erreurs qui font qu'on essaie de s'améliorer, quoi. Par exemple, en 2021, il y a des ruches qui sont passées à 2 doigts de mourir de faim. Par exemple, là, j'y fais beaucoup plus attention en ce moment, par exemple. Il y a des petits échecs type des choses toutes bêtes, mais par exemple, lors de la récolte, ça m'est arrivé des années de récolter du pollen et de le trouver trop compact. Et de me dire, tant pis, il a pris l'eau, je vais le laisser aux abeilles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on
on donne du pollen à une colonie qui est orpheline, automatiquement elle tourne bourdonneuse très très rapidement. Parce qu'en fait ça déclenche la ponte des abeilles et en très peu de temps elles deviennent bourdonneuses. D'accord. Enfin, est-ce que tu as eu d'autres échecs à part des morts de faim et... D'autres échecs, ça peut être des hivernages qui ont été peut-être pas assez, qui n'étaient pas assez lourds. Ça va être des colonies qui ont peut-être été hivernées trop petites. Bon, après, j'essaye d'en tenir compte au fur et à mesure des années, quoi. Et jamais tu as eu un moment où tu as perdu un quart justement de ton cheptel? C'est jamais arrivé Non, c'est jamais arrivé de perdre autant de colonies. Ouais. Parce que comment tu as fait pour trouver tes emplacements pour le rucher? En plus, en étant labellisé bio, tu dois respecter, enfin, ça fait partie du cahier des charges d'être dans une zone avec des agriculteurs certifiés bio à côté. Alors, certifiés bio ou qui font de l'élevage. Ah, ou qui font de l'élevage, d'accord. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de culture conventionnelle à proximité. D'accord. Et comment tu as fait pour trouver ces endroits-là? Est-ce que tu as regardé sur une carte Alors, ou au hasard? dans mon secteur, en fait, il y a beaucoup de zones. On est vraiment dans une zone d'élevage où il y a peu de cultures conventionnelles, type colza, tournesol, enfin de plantes mellifères en tout cas. Donc, on n'est pas tellement dérangé pour mettre en place le cahier des charges bio. Et pour les ressources à côté, comment tu as su que c'était un bon endroit pour mettre tes ruches? Après, c'est regarder où est-ce qu'il y a des acacias. Oui. Et ça, c'est quand même, dans notre secteur, c'est quand même une mielée hyper importante parce que s'il y a de l'acacia, on va en avoir une bonne saison. S'il n'y a pas d'acacia, généralement, c'est une mauvaise saison. Puis après, c'est de regarder s'il y a des ressources en eau à proximité, type un petit cours d'eau, même pas forcément une rivière, mais simplement des petits cours d'eau qui passent à proximité pour avoir qu'elles aient de l'eau constamment. Et puis après, c'est des zones généralement qui sont. On a une partie qui est en viticulture dans notre secteur. Et l'idée, c'est de se mettre au-dessus de ces zones-là parce qu'on bénéficie de l'ensoleillement, mais dans le même temps, on n'a pas le traitement des vignes s'il y en a. Et puis, c'est des zones généralement qui sont un peu presque laissées à l'abandon dans le sens où c'est des zones de friches où on va avoir de l'acacia, des ronces, souvent du châtaignier. Et donc, du coup, des zones qui sont finalement assez mellifères. Ok. T'as déjà eu des vols de ruches? Ouais, ça m'est arrivé en 2018. Je me suis fait voler 2 ruches. Deux ruches qui étaient en plus les plus éloignées du rucher, quoi. Ok. Et depuis, Pour l'instant, j'ai pas eu de nouveau vol depuis. Ok. 2 ruches, ça va. Comparé à, j'ai souvent sur le groupe Facebook d'apiculteurs et il y en a qui racontent mais qui se font voler des dizaines de ruches. C'est assez impressionnant. Et des dégradations, t'en as eu? Des dégradations, non, pour l'instant, j'en ai jamais eu. Ouais. Ok. D'accord. Et par rapport aux investissements ou matériel que tu utilises en tant qu'apiculteur, de quoi tu es particulièrement content? Alors, l'investissement que je regrette le moins au final, c'est l'achat d'un pick-up. Parce que du coup, j'ai acheté un pick-up aménagé, donc aménagé avec un plateau Riedel à l'arrière. Et ça m'a coûté un bras quand je l'ai acheté, mais par contre, ça permet d'avoir énormément de place à l'arrière pour pouvoir charger des ruches ou des hausses. C'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir augmenter mon cheptel parce que c'est plus simple de déplacer des colonies avec un matériel adapté. Pour récolter, c'est aussi pratique. C'est quelque chose qui peut passer en tout terrain, donc on peut avoir des ruchers un petit peu excentrés sans trop de problèmes. Et puis oui, c'est assez confortable au quotidien pour travailler. Donc, c'est quoi comme modèle? C'est un Toyota Hilux. Toyota, ok. Et donc à l'arrière? Donc à l'arrière, ça a été aménagé? À l'arrière, c'est un plateau Riedel, ouais. Donc du coup, je peux mettre 15 ruches à plat, donc 30 c'est un peu comme l'une sur l'autre. Léandre qui monte dans ses vidéos ou pas? C'est un peu celui que son associé avait acheté. Ok. C'est un peu le même. D'accord. Parce que Léandre, c'est un issu
un Isuzu, je sais plus quoi. Oui, après t'as une bâche. Oui, Ouais, alors moi j'ai pas de bâche. T'as pas de bâche. Alors le seul problème, l'inconvénient de ce type de pick-up, c'est que tout ce qui est léger, c'est compliqué. Ouais. Donc les cartons, les sacs plastiques, il faut éviter de les mettre à l'arrière parce que généralement on les retrouve pas à l'arrivée, quoi. Ouais, je comprends que l'achat d'un pick-up soit vraiment aide vraiment. Comme ça, t'as juste à le garer juste à côté de ton rocher et t'as moins de manipulation à faire. Ouais, c'est ça, ouais. T'as jamais eu de problème de dos, justement à force, avec 200 ruches quand même, avec les hausses? Si, ça m'arrive des fois, ouais, mais bon, après j'ai essayé d'adapter les ruchers, justement, de ne pas avoir des ruches palettes, mais plutôt des ruches qui sont installées sur des chevrons à 40 cm du sol. Mais après, il faut essayer de pas trop d'être raisonnable un petit peu, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Ce qui est le plus compliqué, ouais, c'est les transhumances. Les transhumances, c'est quand même des charges assez lourdes. Alors à terme, j'envisage d'acheter un chariot élévateur électrique. Donc ça, on va voir. Mais c'est sûr que c'est un problème. En termes de charge, en plus, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut peser, mais 70 os de miel pleine, ça pèse rapidement plus d'une tonne, quoi. Ouais. Et en cumulé sur une saison, je pense qu'on porte un certain nombre des charges colossales. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. J'avais lu dans un bouquin que les deux plus grands alliés et également les moins bons, si c'est défaillant, ce sont les yeux et le dos pour l'apiculteur. On ne remplace pas, vraiment avoir les... Pardon ? Le problème du dos, c'est qu'on ne remplace pas, donc il n'y a pas de... Oui, alors que les yeux, on peut corriger. Ouais. C'est vrai. Donc le pick-up, pour ton meilleur achat. Ouais. Et après, pour la question du panneau géant, tu sais pas très bien ce que tu écrirais sur un panneau que tu mettrais devant les ruchers de tous les apiculteurs en France. Non, j'ai pas trouvé de... Ouais, une chose à laquelle ils doivent faire attention, prendre garde, une attitude qu'ils devraient avoir, ou une vigilance à avoir. Ou... Il y en a qui veut dire aux apiculteurs, prenez votre temps, n'allez pas voir votre ruche si vous avez un rendez-vous juste après, parce que de toute manière, quand on va voir ces ruches, ça met toujours plus de temps que ce qu'on pensait à l'origine. Mais pour l'instant, t'as pas... Non, j'ai pas de... Et par rapport au bouquin, tu as une personne qui aimerait bien commencer l'apiculture, qui a très peu de connaissances, voire aucune. Quel bouquin tu mettrais entre les mains? Les 2 ou 3 livres que tu leur mets? Le livre de référence en apiculture, ça reste quand même le traité Rustica, où là on a tout. Alors après, c'est pas un bouquin, c'est plutôt quelque chose, c'est pas forcément quelque chose à lire d'une traite, c'est plutôt quelque chose qu'on va aller chercher en fonction de ce qu'on a besoin. Et après, moi, quand j'ai commencé l'apiculture, mon grand-père, donc c'était mon grand-père qui avait des ruches, et du coup, il avait quelques bouquins d'apiculture. Et il m'a donné le livre d'Édouard Bertrand, qui s'appelle La conduite du rucher. C'est un livre qui est du début du XXe siècle, donc 1903, je crois, il a été publié la première fois. Et au final, c'est assez impressionnant parce que l'apiculture n'a pas tellement évolué. Alors, il n'y avait pas le varroa à l'époque, mais au niveau de la conduite des ruches, le nourrissement existait déjà, alors qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de délirant, mais en fait, ça existait déjà au fin 19e. Il y a le travail au rucher, les connaissances des reines des colonies, c'était déjà acquis. Ça a changé par rapport à tout ce qui tourne autour du varroa, mais sinon la quasi-totalité des éléments sont à l'intérieur. Et alors il n'y a pas de varroa, mais par contre il parle de l'acarien, d'un autre acarien qu'ils appellent le pouls de l'abeille, qui est sous la même forme, qui n'existe plus a priori, notamment suite au traitement varroa, mais qui était à l'époque présent dans les colonies. D'accord. Donc il y avait un varroa avant. Ok. Il y avait déjà un acarien qui se fixait sur les abeilles avant l'arrêt du varroa, mais qui était beaucoup,
était beaucoup moins parasitaire et qui était indigène à l'abeille, donc sans problème, quoi. Ouais. C'est un peu. L'abeille était son hôte naturel, comme le varroa, elle était. Enfin, l'est pour. Lapis cerana. Lapis cerana, voilà. Ok. Donc, je note donc, le Rustica, donc le bouquin d'Edouard Bertrand, La conduite du rocher. Est-ce que tu en aurais un autre? Non, j'aurais pas. Non, je pense que le traité Rustica, on a quasiment tout. Hein. C'est quasiment. Après, il y a toujours des bouquins qui peuvent s'adapter au rythme de la leçon, qui sont assez intéressants. Le livre de Jean Yondé, Mois par mois, si je dis pas de bêtises, qui est assez intéressant. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'apiculture? Quel conseil il devrait écouter et quel conseil il ne devrait surtout pas écouter comme conseil? Alors les conseils qu'il faut, le premier conseil, je pense que c'est la formation en fait. Il faut d'abord se former avant d'acheter une ruche, voire aller à des formations pratiques, et après acheter une ruche, une ou plusieurs ruches. Mais en tout cas, commencer par la formation. Je pense que c'est la base. Et la pratique de l'apiculture est de plus en plus technique, donc c'est un peu malheureux de ne pas connaître. Moi, en tant que technicien sanitaire apicole, maintenant je ne suis plus, mais j'ai fait des visites avec des apiculteurs, je leur ai montré leurs rennes, ils n'avaient pas vu leurs rennes, ils n'avaient jamais vu de rennes de leur vie presque. Et donc je trouve ça un peu grave de vouloir faire de l'apiculture sans ouvrir ses ruches, en se contentant de mettre des hausses. Je pense que c'est pas ça l'apiculture, quoi. Je pense que l'apiculture, c'est d'ouvrir sa ruche, de savoir lire à quel niveau de développement elle est, qu'est-ce qu'il y a comme problème, s'il y a un problème. Et ça passe d'abord par la formation et ensuite d'acheter des ruches. Pas acheter une colonie et ensuite de s'intéresser à la formation, quoi. Ouais. C'est la première fois que tu voyais une reine. Tu as vu vraiment des personnes qui avaient quasiment aucune connaissance en apiculture? Très peu en tout cas, ouais. J'ai déjà échangé avec quelques apiculteurs comme ça, où ils me disaient j'ai 20 ruches, j'en ai perdu 10, bon bah ok, je vais me refaire. Et j'ai du mal avec ces raisonnements où, pour moi, à partir du moment où tu perds des ruches, très bien, mais pour moi, il faut étudier un peu. Il faut essayer de voir c'est quoi les raisons, c'est quoi les symptômes, est-ce qu'il y a des cadavres d'abeilles ou pas, pour essayer d'approfondir, de voir est-ce que c'est notre faute ou est-ce que c'est une faute plutôt extérieure. Parce que perdre des ruches sans en apprendre, pour moi, c'est en perdre 2 fois, voire même plus, parce que toutes les colonies qui viendront après, certains se disent, bah non, il y a 30%, 35% ou 40% de taux de perte en général, et on met la catégorie des mortes dans cette statistique, et on dit, bah, ça en fait partie, c'est tout. Et je trouve ça dommage de ne pas essayer, d'avoir cette technicité, donc d'avoir cet œil, et d'aller chercher, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai 2 autres questions avant de parler de ton projet de miellerie. C'est quand tu te sens submergé parce que tu as affaire avec tes ruches, tu as l'entretien, tu as le printemps qui a démarré plus vite que prévu, tu as énormément de choses à faire. Comment est-ce que tu arrives à prendre du recul et te dire, bon, voilà par quoi je vais commencer. Voilà un peu l'ordre des choses que tu vas suivre. Comment tu justement, c'est justement ça, c'est faire un choix de priorité par rapport au travail sur le rucher. Donc typiquement, si je suis dépassé par l'herbe, par exemple, je considère qu'il vaut mieux être dépassé par l'herbe que dépassé par l'évolution des colonies. Si je dois faire des essaims à un instant T et qu'il y a de l'herbe à couper, peu importe, je vais faire mes essaims et tant pis pour l'herbe. Et en fait, c'est prioriser ces activités au niveau du rucher pour pas être débordé. Et puis, débordé. Ça n'empêchera pas d'être débordé, mais en tout cas, de pas se faire dépasser par l'évolution des colonies et d'avoir des colonies qui finissent dans les arbres. Et puis justement, c'est d'essayer justement d'anticiper au maximum, donc de préparer un peu ces ruches en amont, d'avoir des cadres en amont de près déjà cirés. Et puis ça va être aussi, moi j'essaie d'anticiper au niveau de tout ce qui est essaimage. J'essaye parce que c'est pas parfait, c'est perfectible, mais en tout cas, une colonie qui est forte à un instant T, s'il n'y a pas une mielée en face, je vais par exemple la ponctionner en faisant un essaim avec. Je vais avoir
le fait que j'utilise l'encagement et que j'ai un point d'orgue, c'est de travailler beaucoup avec des jeunes rennes. J'ai un petit peu de marge, on va dire, dans le sens où elles essaiment un peu moins et donc je peux plus facilement les contrôler. D'ailleurs, tu m'avais dit avec quelle race d'abeilles tu fonctionnais? Alors moi, j'ai pas une race d'abeilles en Oui. particulier. Je travaille avec la Buckfast. Oui. Je travaille avec une sélection massale qui a été mise en place par Marc Subirana. Et je travaille également avec des éleveurs qui travaillent en Buckfast avec des mâles caucasiens. D'accord. Et pour ça, dans un même rucher, tu peux avoir plusieurs races. Dans un même rucher, je peux avoir plusieurs races. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas un phénomène de métissage qui peut se faire? Alors après, moi, je travaille avec des éleveurs. Oui. Je n'élève pas. Oui. Donc en fait, j'ai pas trop ce problème. Alors après, il peut y avoir un métissage, mais moi, je m'adapte à ça, quoi. Et toutes tes reines, à chaque fois, tu laisses pas les abeilles élever leurs propres reines. À chaque fois, Non. tu fais en sorte. Oui. Soit j'utilise des reines vierges, soit j'utilise des reines fécondées, mais j'incorpore forcément un produit d'élevage. Ouais. Ok. Tu dois en commander un stock énorme de reines. Pas un stock, non, mais oui, j'en commande 200 sur la saison à peu près. 200 sur la saison, oui. Ok. Si tu devais recommencer l'apiculture de zéro, qu'est-ce que tu ferais à nouveau et qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton approche? Par rapport au type de ruche, tu parlais tout à l'heure du format 12 cadres et tu es passé au format 10 cadres. Donc là, je pense que tu repasserais sur du 10 cadres. Et est-ce que tu ferais des choses un peu différemment que ta manière de pratiquer aujourd'hui? Je pense que l'essentiel, c'est la formation pratique. Après, qu'est-ce que je changerais? Je ne sais pas si je changerais des choses. Parce que le 12 cadres, ça avait un avantage, c'est que ça laisse du temps à l'essaimage. Elles mettent plus de temps à essaimer. Après, la problématique, c'est que pour les dépasser, c'est compliqué. Et au niveau des hausses aussi, c'est compliqué parce que c'était pas un format standard. On pouvait pas utiliser les grilles à rennes. Il n'y a pas forcément les grilles à rennes qu'on veut. Pour les plateaux, c'est pareil. Donc c'était plus standard de faire du 10 cadre. Après, qu'est-ce que je changerais? Peut-être que je me formerais plus au départ. Après, il faut trouver la bonne formation qui corresponde aussi. Une formation. Je pense qu'il faut que la formation soit très orientée pratique parce que c'est malgré tout, c'est quand même la base de l'apiculture, quoi. C'est voir et comprendre les colonies d'abeilles, quoi. Développer l'œil, c'est sûr. Ok. Et maintenant, par rapport à ton projet de miellerie, donc tu souhaiterais, là pour l'instant, tu as combien de bâtiments? Tu loues des bâtiments? Alors pour l'instant, je loue une miellerie. Tu loues une miellerie, oui. Et j'ai une partie stockage qui est à une dizaine de kilomètres de la miellerie, qui est là où je stocke des ruches en attente des ruches vides, et des hausses qui sont avec des 4 cirés. D'accord. Et là, ton but, ce serait donc de créer une miellerie où tu aurais ta miellerie et ta zone de stockage en un seul et même endroit. En un seul bâtiment, oui. Et donc tu veux créer des bâtiments de bout en bout, c'est ça? Je veux créer un seul bâtiment. Tu veux créer un seul bâtiment? T'as déjà un terrain ou pas? Non, pour l'instant, non, c'est pas fixé. Pour l'instant, c'est pas fixé, ok. Et donc, ça, c'est. Donc, tu aimerais créer ce bâtiment-là. Tu m'avais dit que le projet est un peu particulier parce que tu voudrais une manière de construire, des matériaux assez spécifiques. Tu m'as parlé de la paille, c'est ça? Ouais, alors moi, ce que je voudrais utiliser, c'est le maximum de matériaux biosourcés. C'est-à-dire une structure en bois avec de l'ossature bois. Oui. Une isolation pour partie en paille, pour partie en laine de bois et ensuite d'installer un mur en pisant à l'intérieur pour faire un mur de masse. Et puis au niveau des matériaux, c'est ça, hein, et du bardage bois. Et ce que j'aimerais, c'est donc utiliser du bardage d'acacia sur la partie magasin en tout cas, pour rappeler l'arbre qui est emblématique de l'apiculture, mais qui est également aussi un super bois en termes de bardage, puisque c'est un bois qui est classé classe 4, donc qui est exposable à l'extérieur, encore plus que du douglas ou des matériaux qui sont pour le coup classe 3. Ok, d'accord.
Et tu aimerais également mettre toute une zone de panneaux solaires photovoltaïques. J'aimerais que tout le toit soit couvert de panneaux photovoltaïques. Et l'idée, ce serait d'autoconsommer la partie photovoltaïque et de revendre le surplus à EDF ou à un autre fournisseur d'électricité. Et tu voudrais mettre un magasin aussi? Ou ça peut Oui, être, il y aura un magasin. Il y aura un magasin. Donc ça ferait Un magasin, stockage, mielerie, magasin. Pas un magasin d'apiculture, un magasin uniquement de produits de la ruche issus d'exploitation. Oui. Tu ne peux pas te mettre avant des ruches. Non. Lui, c'est que les produits de la ruche. Ouais. D'accord. Alors l'idée, ce serait d'avoir un magasin qui soit à la fois un lieu de vente, mais aussi un lieu d'explication du métier d'apiculteur. Et puis depuis ce magasin, l'idée c'est d'avoir un couloir qui, depuis ce magasin, de permettre à la clientèle d'accéder à un couloir qui desservira toutes les pièces de production, donc en l'occurrence une chambre chaude, une salle d'extraction, une salle de conditionnement et un atelier de transformation en pain d'épices, en produits de la ruche, tout ce qui est base de propolis, des choses comme ça. Et tu connais à peu près la superficie dont tu aurais besoin? À 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. J'essaie de voir. 500 mètres carrés, oui. Oui, parce qu'après, il faut voir, parce que ton nombre de ruches étant amené à évoluer, avec le stockage des ruches, oui, ok. L'idée, c'est de construire un bâtiment, mais qui soit fait une fois pour toutes. Et qu'il n'y ait pas à revenir dessus, à en rajouter des bouts au fur et à mesure. Une extension. Ouais, voilà. Et d'avoir une cohérence globale dès le départ. Quoi. Oui. Avec quand même, que la structure soit là et au fur et à mesure, à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ce qui est prévu, c'est d'avoir une partie tampon, avoir une partie qui sera en ossature bois, mais pas isolée, qui pourra permettre en gros, sur une longueur de 10 mètres, de pouvoir évoluer, de pouvoir éventuellement intégrer à terme un atelier de gelée royale si je m'associais avec un autre apiculteur qui faisait de la gelée royale, à faire un atelier par rapport au pollen, ou d'avoir une marge si besoin est de pouvoir modifier le bâtiment sans avoir à modifier la structure. Très bien. Le squelette sera là et après au fur et à mesure tu l'agences avec le magasin. Je pense que ce ne sera pas tout de suite, mais le magasin, si, c'est prévu de le faire dès la construction. Okay. Ouais. D'accord. Ouais, parce que là la partie ne serait-ce que dont tu aurais besoin, c'est stockage et la partie extraction. Ouais. Où là ça serait ok. Mais la partie magasin aujourd'hui, elle manque dans le sens où j'ai pas de lieu pour expliquer ce que c'est que l'apiculture, comment ça se fait. Et il y a une clientèle qui achète des produits en grande surface, ou même dans les magasins bio, qui aime avoir l'explication autour du miel. Et finalement, c'est presque bête, mais elle achète presque plus l'explication que le produit lui-même. Oui, parce que il y a toute l'expérience autour, tout l'univers qui tourne autour. Et c'est assez fascinant quand on est en marché d'expliquer aux gens comment on produit par exemple le miel de lavande. Et en fait, on a l'impression qu'on les a tellement emmenés sur notre domaine que finalement ils achèteraient le produit même si il était à un prix exorbitant ou même si ça ne correspondait pas à leur goût. Quoi. Ils achètent l'explication autour du produit. Oui. L'histoire, l'expérience, oui. Je comprends. Un peu, il y a des marques qui font un peu ça. Il y a des produits Apple où c'est pas tant de l'ordinateur et sa configuration en tant que telle. C'est aussi la marque, ce qu'elle représente. Il y a la créativité qui était vraiment popularisée au monde de Steve Jobs. Là, c'est un peu moins le cas, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour ce projet, pour l'instant, t'en es où et tu voudrais le faire quand? Pour l'instant, j'en suis à attendre des devis des entreprises. J'ai déjà une partie des devis, mais pas tout. Tu as fait ton cahier des charges déjà? Mon cahier des charges. Pour dire ce que tu voudrais dans le bâtiment, tes besoins en électrique. Ouais. Oui. Et donc là, j'en suis en phase de devis. Et l'idée, ce serait de commencer la construction en 2024.
Ok. D'accord. Et avec la partie de lever des fonds, donc tu m'avais parlé de la plateforme Mimosa pour lever des fonds. Donc oui, c'est encore en cours là. Ouais. Donc l'idée c'est de lancer une campagne de financement participatif pour financer une partie de la construction de la mielerie. Ok. Et est-ce que tu aurais besoin de contacts ou autres, des personnes qui s'y connaissent en construction ou une personne avec qui tu voudrais t'associer est-ce que tu aurais une demande particulière à Alors faire l'association, je suis pas fermé à l'association et ça y a pas de souci. Pour la construction en tant que telle, j'ai pas vraiment besoin de. Moi j'ai fait un peu le tour j'ai essayé d'aller voir aussi ce qu'ont fait d'autres apiculteurs. Pour l'instant, un bâtiment qui intègre tous ces paramètres-là, c'est-à-dire une construction bois, l'installation de panneaux photovoltaïques et un magasin de vente sur place, j'ai pas trouvé d'exemple qui intègre tous ces paramètres. Ouais. Et l'autre point que je voudrais mettre en place par le biais de ce bâtiment, c'est de mettre en place le réemploi du verre. Ça c'est une chose assez importante en termes de dépenses énergétiques sur la dépense globale d'une exploitation. Et je trouve énormément dommage d'avoir à recycler du verre alors qu'en fait on pourrait le réemployer en mettant en place un circuit de collecte du verre à chaque fois qu'on livre du miel. Et je trouve dommage de ne pas le mettre en place. Et justement, dans ce bâtiment, j'aimerais avoir une salle spécifique pour le lavage du verre et pour faciliter le remploi avec un outil adapté. D'accord. Donc les personnes viendront avec leur propre pot de verre, avec les pots de Alors, verre justement vendus. Non, l'idée c'est actuellement j'achète des pots verts en palette. Oui. Le prix a explosé avec le coût de l'énergie. Et ce que je voudrais, c'est mettre en place au fur et à mesure. Donc moi actuellement je livre mon miel à des revendeurs, de laisser à disposition mes caisses, des caisses en plastique que j'utilise pour la livraison, leur laisser sur place pour qu'ils collectent eux les verres des précédentes ventes et que du coup à chaque fois que je retourne livrer, je récupère une partie du verre que j'ai déjà que les clients ont ramené au magasin. D'accord. Et l'idée, c'est qu'à terme, du coup, ce verre ne soit plus recyclé, mais réemployé, sachant que le réemploi, même si c'était par le biais d'un intermédiaire qui collecterait ce verre pour le nettoyer, pour le remettre dans le circuit, le ratio entre le recyclage et le réemploi, c'est de 1 à 5. Okay. Donc en fait, le recyclage consomme 5 fois plus d'énergie que le réemploi. D'accord. En incluant le transport, le fait de stériliser, de nettoyer, donc stériliser. L'énergie qui est nécessaire au nettoyage du verre pour le réemploi. Encore plus avec les coûts énergétiques qui ont augmenté, donc du coup ça crée des écarts encore plus importants. Ça t'est venu d'où cette idée pour le verre? Alors il y a déjà des apiculteurs qui ont commencé à le mettre en place, mais de façon sur des petites unités quoi. L'idée ce serait de le mettre en place sur quelque chose d'un un peu plus grand et d'avoir vraiment un protocole strict en matière d'hygiène et de vraiment stériliser le verre quoi. D'accord. C'est génial comme projet. Et donc pour l'instant, tu es plutôt en phase de devis, tu ne recherches pas des contacts particuliers à part pour le financement, donc tu es en contact avec Mimosa, donc ils sont en train de t'accompagner, tu vas créer une sorte de page projet chez eux. C'est ça, ouais. Avec toutes les informations dont ils ont besoin. Ok. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie Bertrand qui m'a partagé son projet et comment il gérait ses 190 ruches. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast, je pense 2 ou 3 mois, et pourtant j'ai toujours un énorme plaisir à en faire. Et je pense que le podcast suivant sera dédié un peu à faire le point sur les podcasts, faire le point sur le blog, comment il évolue, et un peu les ambitions pour la suite. Voilà, je pense que ce sera une interview avec moi-même. Voilà, merci en tout cas beaucoup de m'écouter. Si vous voulez soutenir ce podcast,
La meilleure manière, c'est de le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Cela peut être sur Spotify, Apple Podcast ou sinon sur votre application Android. Je vous serai très reconnaissant si vous en parlez autour de vous afin de le faire connaître. Et si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aide à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.